Alors, Marc Doyer, je ne le présente pas, mais quand même, je rappelle aux auditeurs de Sud Radio, on vous a déjà reçu, et toujours avec plaisir, c'est que vous avez eu un drame, il faut le rappeler, votre épouse Morissette est morte en 2022, décédée de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, et vous avez effectivement, et vous avez toujours eu, et ça, c'est tout, en tout cas votre opinion, votre conviction, c'est que cette maladie de Creutzfeldt-Jakob aurait été, je dis aurait parce que c'est toujours conditionnel tant que c'est pas prouvé, provoquée par le vaccin Pfizer. Alors il y a eu toute une polémique là-dessus qui continue. D'ailleurs, c'est un débat qui est là, qui est ouvert, et chacun a pris ses positions, mais le problème est quand même étonnant parce qu'il ne s'agit pas là directement de ça, bien sûr que c'est lié. Hier, à 6h du matin, Marc Doyer, vous étiez dans votre propriété, vous étiez en train de dormir, et qu'est-ce qui s'est passé ? Alors bonjour André Berkoff, merci de me recevoir. Alors déjà je voulais dire que moi j'ai toujours mené un combat d'idées et jamais un combat dans la violence. Donc j'ai jamais menacé qui que ce soit. Et hier j'ai vu arriver d'un seul coup effectivement dans un bruit énorme des policiers qui n'ont pas frappé à ma porte. C'était aux alentours de 6h du matin. Et dans un premier temps, j'ai cru que j'étais victime d'une agression. Parce que, bon, j'ai fait moi-même quand même, à de nombreuses reprises, fait l'objet de menaces. Ou quelque chose. Ah oui, vous avez eu des menaces. Oui, j'ai eu, bon, comme beaucoup, oui, malheureusement, dans notre combat, et ça, sans que ça soit jamais pris en compte, qu'il n'y ait jamais de plainte de reçue. Et sur le coup, j'ai cru en plus entendre la voix de mon fils, et j'ai pensé qu'il était mêlé à ça, que quelqu'un était en train de nous agresser. Il aurait pu avoir un drame, parce que moi je suis moi-même chasseur, donc à la maison j'ai des armes de chasse, et mon premier réflexe, et même si je reconnais que c'est un mauvais réflexe, ça a été d'attraper une arme de chasse sous mon lit pour me protéger, pensant que j'étais agressé. Alors attention, qu'on comprenne bien ce que je dis, hein. C'est que j'agresse personne, mais en situation de devoir me défendre, malheureusement, je me défends. Un cambriolage, mais bien sûr. Oui, c'est ça. Et d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe ? Je me retrouve là, dans la salle de bain, face à un policier qui, heureusement, a la présence d'esprit encore de crier police, d'ouvrir la porte au même moment. Et là, je laisse tomber au sol mon arme, et heureusement, parce que je pense que je suis passé à 2 doigts d'un drame. Nous sommes passés à 2 doigts d'un drame. Bien sûr. Et bien évidemment que moi pardon Marc Doyer, ils n'ont pas d'abord tapé à la porte en disant police. Mais non, parce qu'ils sont persuadés qu'ils vont chez quelqu'un qui a proféré des menaces de mort à l'encontre du président de la République. C'est ce qui m'est signifié à 6h du matin. Vous êtes en garde à vue pour menaces de mort sur personne ayant autorité, en l'occurrence le président de la République. C'était écrit comme ça, en l'occurrence oui, le président de la République, d'accord. Et là, moi, tout de suite, ma réaction, d'ailleurs, j'ai eu du policier qui m'annonce ça, mais je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais j'ai jamais menacé de mort le président de la République, moi. Et voilà, donc, je suis passé du statut de citoyens ayant, enfin de terroristes ayant menacé le président de mort à 6h du matin, à celui d'un homme libre à 18h, à qui on a signifié qu'il y avait qu'il y avait pas de caractérisation de l'infraction. Oui. Donc c'est quand même très clair, c'est qu'il y a rien. Pas d'infraction caractérisée. Pas d'infraction caractérisée. Pas de menace de mort, pas de. Donc et donc je suis libre avec un classement sans suite du parquet. C'est pas anodin, c'est-à-dire qu'on peut pas passer le matin de entre guillemets terroristes menaçant le président de la République de mort au soir à 18h, c'est-à-dire 12 heures après, ouais, avec simplement un classement simple, sans suite. Donc, en dehors du fait qu'il y aurait pu avoir un drame, je voulais quand même, sur votre antenne, remercier vraiment, j'ai eu affaire à des policiers qui ont été extrêmement humains. Et ça, je voulais le dire parce que il arrive suffisamment qu'on critique la police et la justice. Là, j'ai eu beaucoup de chance, ça n'a pas été le cas. Et d'ailleurs, la justice aussi. Mais bien sûr, je pense qu'heureusement que le parquet a fait preuve de discernement et qu'ils se sont rendus compte que dans le message audio que j'avais laissé sur le portable, on en reparlera après, il n'y avait aucune menace de mort. Tout particulièrement, malheureusement, j'aurais voulu le faire parce que ça m'a hanté quand même depuis hier. Hein. C'est que je me dis que je suis quand même passé à côté, peut-être moi-même de la mort, pour une accusation fantaisiste. Voilà, je pèse mes mots, mais c'est une accusation fantaisiste. Et c'est pas une accusation de la part d'un voisin. C'est quand même de l'Élysée, du chef de l'État.
c'est extrêmement grave. Mais alors justement, parlons-en. Vous avez eu déjà. D'ailleurs, comment avez-vous eu le portable du chef de l'État? Mais parce que moi, je suis issu d'un mouvement citoyen. J'ai toujours été passionné pour la politique. Et quand Emmanuel Macron est arrivé avant sa première élection, et en 2017, en 2017, donc, oui. Voilà, et qu'il prenait de faire de la politique autrement, on a retrouvé dans son projet beaucoup de choses que nous avions dans le nôtre, c'est-à-dire la politique citoyenne, des députés issus de la société civile, et tout naturellement, ça m'a plu, et je me suis tourné vers lui. Et donc, j'ai eu la chance, comme j'étais vice-président d'un mouvement qui s'appelait Mouvement Génération Citoyen, dont le président était Jean-Marie Cavada, proche d'Emmanuel Macron, donc je faisais partie des sympathisants, des militants. Ensuite, je faisais partie du bureau départemental d'En Marche, que j'ai quitté au moment des Gilets jaunes, parce que j'étais... Ah, vous avez fait partie du bureau départemental? Oui, bien sûr. Marche, oui. Et c'est comme ça que j'ai eu le numéro de téléphone d'Emmanuel Macron et d'autres, dont Olivier Véran, dont Stéphane Séjourné. Et c'est tout simplement, c'est naturellement. Donc, mais à aucun moment je me suis servi de ces numéros pour les harceler, pour les menacer. Alors, en revanche, c'est intéressant de rappeler, avant ce dernier, c'est un message oral que vous avez laissé sur le portable. Oui. Mais avant ça, juste pour rappeler, Marc Doyer, vous aviez envoyé des SMS, je crois. Mais bien sûr. Alors moi, j'ai le fil, là, puisque là, je suis sur mon téléphone. Oui. Et ça a toujours été des appels au secours, hein, en mon nom et pour les victimes et les familles de victimes. Au mois de mai de l'année dernière, voilà ce que j'écris par SMS. 2023. Voilà ce que j'écris au président de la République sur un de ses téléphones portables. Aujourd'hui, on sait que c'est le cas, puisqu'il visiblement, il a reçu mon message vocal. Bonsoir, Monsieur le Président. Le 4 mai 2022, ma femme s'est éteinte après 8 mois d'enfer. Vous n'avez jamais eu un mot. Demain, ça fera 1 an. 1 an de douleur. Sachez que je vais me battre jusqu'à mon dernier souffle pour vous arracher la vérité. Bien cordialement, Marc Doyer. Vous voyez que déjà, il n'y a pas de menace dans mes messages. J'ai une éducation. Je lui renvoie un message le 15 mai. Donc, aucune réponse là. Aucune réponse. Je renvoie un message le 15 mai. Bonsoir, Monsieur le Président. Aujourd'hui, vous avez reçu Bourla. Il avait reçu Albert Bourla. Le PDG de Pfizer, voilà. Je rappelle, du laboratoire Pfizer. Et nous, famille de victimes, c'est pour quand? Parce que quand même, je voudrais rappeler que ça fait des mois maintenant, des années, qu'on demande simplement à ce qu'on nous entende. J'ai des dossiers à disposition de l'Élysée, à disposition du ministère de la Santé. On m'avait promis de me recevoir. On m'avait promis qu'après le changement de ministre, Aurélien Rousseau, on me recevrait. J'ai aussi des SMS. J'ai un échange avec une collaboratrice du ministre qui me dit oui, on va vous recevoir. J'ai quand même des cas de Creusel-Jacob qui sont similaires à ce que mon épouse a vécu. Oui. Voilà. Alors, mais continuez, c'est tout ce que vous avez dit là. C'est tout ce que j'ai dit. C'est juste une petite... Voilà. Alors, parlons maintenant, juste pour continuer. En revanche, vous avez été beaucoup plus prolixe, on peut le dire, dans votre dernier message oral. Oui. Dites-nous, parce que pour que les choses soient claires auprès des auditeurs, de tout le monde, qu'est-ce que vous lui avez dit? Alors, le 6 avril... Le 6 avril, c'est ça. Le 6 avril, vous savez, j'ai encore des moments où, malgré que je sois combatif, où des fois j'ai des gros coups de bourdon, comme on peut dire, et vos auditeurs comprendront ça. Je rappellerai quand même que j'ai vu Morissette mourir dans mon salon. Donc, ça rend plus fort, mais de temps en temps, il y a quand même l'envers du décor. Je voyais le président, c'était au moment où il venait de sortir une photo où il était photoshopé avec un gros muscle, gants de boxe, où on le voyait se présentant comme quelqu'un de combatif. Donc, je lui laisse un message sur son portable, où cette fois, je décide d'appeler. Et je lui dis, en gros, je dis voilà, Monsieur le Président, quand est-ce que vous allez vous décider à reconnaître enfin qu'il y a des effets secondaires? Est-ce que vous attendez d'être vous-même malade? Est-ce que vous attendez que votre épouse soit gravement malade pour le faire? En gros, c'était ça la teneur de mon message. Et j'ajoute, alors c'était un trait d'humour, déplacé ou pas, mais en rien des menaces. Et c'était lié à sa mise en scène, la mise en scène dans laquelle il s'était mis lui-même avec ses gants de boxe, où c'était au moment où il bataillait contre Vladimir Poutine. Je dis parce que quand même, il faudrait pas attendre que vous fassiez un combat avec Poutine et dont d'ailleurs vous feriez pas long feu. Il y a pas de mort, il y a pas de, c'est une boutade. Et en tous les cas, ça ne justifie pas de m'envoyer la force publique à 6 heures du matin. Alors vous envoyez donc, c'est ça le 6 avril. Bon, j'ai pas c'est assez approximatif ça, mais je vous assure que de toute façon, il n'y a pas de menace de mort. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc ils arrivent et ils vous montent la plainte pour menace de mort à l'encontre d'Emmanuel Macron. Mais déjà, ils arrivent et ils enfoncent des portes ouvertes. Chez moi, tout est ouvert. C'est-à-dire qu'en fait, ils arrivent par la porte-fenêtre de la terrasse. Oui, mais pas par la porte principale. Mais non, mais ils frappent pas. Je veux dire, on aurait pu...
Je veux dire, ce qui est extrêmement grave encore, c'est que c'est pas fondé. Il n'y a pas de menace de mort. Ils arrivent, ils enfoncent la porte qui est ouverte, elle n'est pas fermée à clé. Derrière, il y a un vase avec une plante, ça tombe par terre, il y a de la terre partout. Moi, encore une fois, j'entends un brouhaha, je sais pas ce qui se passe, et sur le coup, je pense à me protéger. Combien voilà. Ils étaient Ils étaient une quinzaine cagoulés. Quinzaine de policiers. Voilà, une quinzaine de policiers, une femme commissaire. Comme pour une arrestation d'un terroriste. Quoi. Et là, très vite, il y a des confidences. Il y a des confidences parce que je pense qu'ils voient à qui ils ont affaire. J'ai par exemple un des policiers cagoulés avec qui on aborde le problème d'effets secondaires. Vous savez, malheureusement, c'est comme ça, c'est mon quotidien. Et qui finit par dire, vous savez, moi, à la 3e dose, j'ai des gros problèmes de tachycardie. Et là, je commence à me dire, mais finalement, je suis dans la vraie vie. Mon combat, il mérite d'exister. Ensuite, on me dit, vous savez, on devrait pas être là. Nous, normalement, on s'occupe d'homicides, de terroristes. C'était la PJ qui était là. Mais oui, voilà. Ouais. Et ils commencent à fouiller. On fouille des cartons dans lesquels j'ai rangé des affaires de Morissette pour donner aux enfants. Je leur dis, mais c'est pas la peine. Regardez, il y a des photocopies dessus. C'est des vêtements. Oui, mais on doit faire notre travail. Puis on m'oblige à regarder. Et puis. Il y a quelqu'un qui dort chez moi ce jour-là parce que j'ai une amie qui est là dans une autre chambre. La chambre est ouverte. Et c'est moi qui leur dis, mais il y a quelqu'un à côté. Qui dort. Je viens de leur dire, qui dort. C'est une femme qui a 72 ans. Ils enfoncent la porte avec l'épaule. Aujourd'hui, Monsieur Berkoff, la porte, elle est cassée. Qui est-ce qui va me rembourser ces frais? C'est symbolique. Je vais envoyer une lettre à l'Élysée, je vais leur demander de me rembourser la serrure. Je vais leur envoyer la note de ménage. Ma maison est dans un état lamentable. Et donc, ils vous arrêtent, on va en parler, on va continuer à parler de la garde à vue et puis justement des conséquences, parce que ça paraît tellement étonnant, tout cela, enfin, et pourquoi, tout ça pour ça. Après cette petite pause, on continue avec Marc Doyer, à tout de suite. Et puis avec vous au 0826 300 300 pour réagir et poser toutes vos questions. À tout de suite sur Sud Radio. Et nous sommes toujours avec Marc Doyer qui a connu hier une bien étrange, je ne dirais pas rocambolesque, mais bien étrange garde à vue, franchement, de 6h du matin à 18h où il s'est retrouvé en homme libre, aucune charge n'a été reconnue contre lui, effectivement il n'y avait rien. Et d'abord, vous avez été emmené où en garde à vue dans le 17e, je crois. Commissariat de police. Oui. C'est ça, du 17e, enfin dans le 17e. Alors comment ça s'est passé cette vous journée, savez, alors déjà, j'ai jamais aussi peu de temps pour faire l'Oise Paris parce que j'étais dans une voiture de police avec gyrophare, ça zigzaguait entre les fils de voiture. C'est assez impressionnant. J'avais l'impression de me retrouver dans un film, alors un mauvais film, c'est vrai. Après, je suis arrivé dans un grand bâtiment où on monte dans un ascenseur. Là, on me demande d'enlever mes chaussures, mes lacets, mes lunettes. C'est-à-dire qu'on m'enlève même mes lunettes. Et je me retrouve dans une cellule où il y a un simple matelas de 2-3 cm d'épaisseur. Seul dans votre cellule. Tout seul, oui. Ouais. Avec un coin WC. Et puis, avec à côté des co-détenus. Il y en a certains qui s'interpellent. C'est bizarre, voilà. Très vite, on me fait descendre pour une prise d'empreinte, photo de face, de côté, comme un criminel, quoi. Et là, ce qui est un peu incroyable, c'est que spontanément, tout au long de la journée, et c'est ça qui m'a un petit peu conforté dans mon combat, il y a par exemple d'un seul coup un policier qui vient dans la cellule et qui me dit Monsieur Doyer, je comprends votre combat, je suis moi-même une victime. Et là, je me dis, il y a une caméra cachée, c'est pas possible, c'est une blague. Et qui me dit, voilà, moi j'ai eu tel et tel effet secondaire grave, puis vous savez, il y a plein de nos collègues qui ont la même chose. Après, dans la journée, il y en a un autre qui passe, qui dit j'ai vu votre compte Twitter, et puis il dit j'adore, et il lève le pouce en l'air. Et là je me dis mais j'ai de la chance que je suis tombé, il y a quand même des humains encore. Et sincèrement je voudrais insister là-dessus aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de chance, je suis tombé sur des policiers extrêmement humains. Voilà, j'ai vécu moi j'essaie de toujours tirer quelque chose de positif de la situation. J'ai vécu 12 heures difficiles. J'ai repensé beaucoup à ce que j'ai vécu avec Morissette et ça m'a aidé. Je me parlais à moi-même en me disant, écoute, de toute façon, ça peut pas être pire que ce que tu as vécu. Vous savez, j'ai eu 8 mois de garde à vue au pied d'un lit à essayer de la sauver. Donc en fait, je veux dire que maintenant, il n'y a plus grand-chose qui me fait peur. Et alors à 18h, on vous dit quoi? On vous dit bon ben voilà ça. Ah mais d'abord je suis interrogé. On me fait enfin écouter cette bande. Et là, au bout de quelques secondes, l'enregistrement, le fameux enregistrement, où je vois qu'il y a d'ailleurs, il y a un papier où il y a écrit victime Emmanuel Macron. Et là, je me dis, tiens. Il y avait un papier victime. Oui, sur la plainte, il y a écrit victime Emmanuel Macron. Et là, tout de suite, elle me fait réécouter l'enregistrement, parce que moi, je m'en souvenais plus, en plus de vraiment ce que j'avais dit, quoi.
Et au bout de quelques secondes, je me rappelle lui dire, mais attendez, arrêtez la plaisanterie. Vous voyez, il y a 2 niveaux dans le message là. Mais où est-ce qu'il y a des messages de mort? J'ai dit, vous avez quand même des services qui sont suffisamment aguerris pour savoir ce qui est message de mort ou pas. Et je sens... À votre avis, ils avaient écouté la bande avant? Bien sûr qu'ils l'avaient écouté, heureusement, j'espère. Mais personne n'a eu le réflexe de dire, attendez, il n'y a pas de... Enfin, mais non, mais je pense qu'en fait, c'est politique tout ça aussi, en partie, je pense. Et d'ailleurs... vous le savez, c'est pour ça que moi, maintenant, aujourd'hui, j'ai toujours mené un combat d'idées avec les associations, et aujourd'hui, je vais mener un combat politique parce que je pense que j'attends des réponses, d'autres attendent des réponses. Vous avez par exemple, on veut pas nous donner la teneur de contrats liés au vaccin, je vais pas revenir là-dessus. Vous le savez, bon. Marc, juste un mot, parce que je voudrais que... donc, on vous fait entendre le message. Oui. Et après, on vous interroge, on vous dit quoi? Oui, on m'interroge, ça dure 18 pages, il y a 18 pages. Même le policier insiste là-dessus en disant, oh là, on a quand même fait 18 pages. Bah oui, mais c'est pas anodin. Je suis là parce que je suis accusé de vouloir assassiner le président de la République. Et très vite, d'ailleurs, le policier en question vient me revoir au fur et à mesure et me rassure quand même, parce qu'il se rend compte du ridicule de la situation. Et ça se finira quand même en fin de journée par un policier qui me dit on est désolé pour ce qu'on vous a fait subir. Vous vous rendez compte? Mais le problème, c'est que c'est pas le policier qui m'a fait subir. Et de là, je lui dis, mais vous avez été désolé de rien. Vous avez fait votre travail. C'est l'Élysée. Et moi, je veux des réponses aujourd'hui. Et vous allez donc demander des réponses et essayer de les avoir. Mais mon avocat a demandé, devant le policier, une confrontation avec le président de la République. Je ne sais pas si ce sera accepté, si le président de la République aura le courage de le faire, si enfin il va considérer que je suis un Français comme les autres, comme nous, famille de victimes, nous sommes simplement des Français comme les autres. Et s'il est vraiment président de tous les Français, il doit maintenant nous entendre. Et je le répète, et c'est pour ça que je vais mener maintenant ce combat pour un combat politique, parce que je veux des réponses. C'est pour ça que je me suis engagé sur une liste, vous le savez, avec Florent Philippot. Dedans, il y a des gens comme de la société civile, comme Myriam Paloma, comme d'autres. Il faut voter pour nous, parce que moi, j'irai chercher ces réponses au Parlement européen. Parce que je considère qu'aujourd'hui, on nous doit ces réponses. Vous êtes un citoyen et effectivement, vous avez droit à des réponses. Oui, et surtout, à aucun moment... Moi, en fait, il y a eu plusieurs appels au secours. Mon premier appel au secours, il avait été fait via un proche d'Emmanuel Macron et d'Olivier Véran, à qui je demandais, j'ai dit, écoutez, s'il vous plaît, il existe peut-être des traitements expérimentaux, faites-m'en bénéficier. Et on m'a répondu, Olivier Véran s'en occupe personnellement. J'ai jamais eu de réponse derrière. Ensuite, vous le voyez, j'ai interpellé cordialement Emmanuel Macron. Ça s'est terminé par... une garde à vue. Hier matin, normalement, il y aurait dû avoir ma petite fille de 4 ans avec moi. Qu'est-ce qui serait passé? 4 ans, vous vous rendez compte? Elle aurait vu débarquer des flics chez moi, armés jusqu'aux dents. Ouais, et c'est important, juste, je crois que nous avons une auditrice qui réagit à ce que vous avez dit. C'est Cathy qui nous appelle de Dieppe. Bonjour Cathy. Oui, Cathy, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Berkov, bonjour à Marc. Bonjour. Je me permets de demander à Marc d'apporter une petite précision, parce que peut-être hier, mais depuis ce matin, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, X, que son arrestation, ce serait un coup monté. Alors, je soutiens Marc depuis le début, le coup monté, je n'y crois pas du tout, hein. Mais son arrestation, ce serait un coup monté, que ça viendrait même de Monsieur Philippot pour leur faire une bonne pub pour les élections européennes. Et j'aimerais que Marc, Alors, Cathy, on vous a entendu. Alors, une dernière question. Donc, est-ce que c'est un coup monté par Florian Philippot? Je vais vous faire une réponse simple. Je vais vous faire une réponse simple et une réponse simple à tous vos auditeurs. Est-ce que vous pensez que Florian Philippot peut porter plainte à la place d'Emmanuel Macron? La plainte, elle vient de l'Élysée, je l'ai eu sous les yeux, donc il y a aucun. C'est encore une plaisanterie, ça. Donc voilà, je veux dire, l'Élysée a porté plainte, c'est pas Florian Philippot. Donc merci Marc Doyer, merci pour votre témoignage à suivre et nous le suivrons tout cela. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci Marc Doyer d'avoir été avec nous.